Bienvenue à ce nouvel épisode de D&D, le podcast de Calmos, où ce soir nous allons discuter de deux films avec l'ami Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Donc les films en question, ce sont Climax de Gaspard Noé et Mandy de Panos Cosmatos. Un super nom qui lui assure quand même une place dans tous les festivals exotiques qui aiment les auteurs. Deux très bons films, en tout cas deux films que moi j'ai particulièrement appréciés, qu'on va pouvoir éventuellement relier par moments, notamment par leur usage de certaines substances illicites et psychédéliques. Et deux films qui portent l'un comme l'autre, chacun avec sa maîtrise différente, mais en tout cas des pattes d'auteur, on peut se permettre le mot peut-être Aurélien. Oui, clairement. On a affaire quand même à deux iconoclastes qui arrivent à se faire plaisir, qui font leurs films et qui prennent le temps pour faire leurs films. On va donc commencer sur Climax, le nouveau film de Gaspard Noé, 3 ans après Love, son film d'amour en 3D avec des éjaculations sur l'écran en 3D. Et je vais te laisser nous faire un petit pitch du film, Aurélien. Je t'en prie. Climax, ça se déroule dans les années 90, en 96 il me semble. Et le film nous présente une troupe de danseurs, ainsi que la chorégraphe, un DJ et un enfant qui est, si je ne me trompe pas, le fils de la chorégraphe. Et toutes ces personnes se retrouvent dans une sorte de salle des fêtes, paumées au milieu de nulle part pendant une tempête de neige. Et ils se retrouvent pour une soirée, donc une soirée danse, où il y a de la sangria à volonté. La sangria a son importance, car cette sangria a été, on pourrait dire, quelque peu modifiée par une des personnes présentes dans la salle qui a ajouté une drogue. Ouais. Et la consommation de sangria va clairement faire dévier la soirée. C'est-à-dire que les personnages vont tous partir dans un bad trip à base de crises de paranoïa, d'accès de violence, de raisonnements totalement absurdes et de tout plein d'autres choses très mignonnes. Et donc cette soirée danse qui se révélait au départ tout à fait cordiale, va peu à peu se transformer en véritable voyage vers l'enfer. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé, et effectivement, on a affaire à un espèce de train fantôme du bad trip, mais pas que. Ça, c'est un truc sur lequel moi, je pense que j'apporterai quelques nuances, même si ma première réaction, moi, en sortant de la salle, c'était, bah, comme je t'avais dit, quoi. C'est un simulateur de soirée en gros bad. Effectivement, c'est un peu le truc qui te pète à la gueule en premier, mais au milieu, tu retrouves quand même, je trouve, beaucoup de choses positives en fait. Si tu arrives à te sortir la tête de l'enfer que peuvent traverser certains. Mais je prends peut-être un petit peu d'avance là. Du coup, on va essayer de parler du film sans trop spoiler, en tout cas jusqu'à la première moitié, parce que la sangria modifiée, tout le monde est au courant. Ça fait partie du pitch. Le pitch, Oui, oui, ça, tout le monde le savait, c'est bien inclus dans la bande-annonce, donc à ce niveau-là, il y a pas trop de soucis. Un truc qui m'a fait marrer, moi, ça a été le synopsis ils ont mis du film sur le synopsis officiel. Et je vais vous le lire. Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif. Alors, je pense que ça fait partie des phrases à la Gaspard, hein, parce que Gaspard, il aime bien balancer des phrases comme ça. Ce qui est rigolo dans ce pitch, c'est que ça marche à peu près sur tous les films de Gaspard. ah oui, mais Ça marche sur tous. ça passerait nickel sur Enter the Void, par exemple. Ah oui. Exactement, exactement. Et donc alors en termes de long métrage, c'est le cinquième de Gaspard Noé, cinquième depuis 98, donc c'est ses 20 ans de carrière en tant que réalisateur de long métrage. On rappelle que son premier film, c'était Seul contre tous. En 2002, on a eu Irréversible. 2010, officiellement, on va dire, sorti en France, mais 2009 au Festival de Cannes, Enter the Void. 2015, Love. Et 2018, Climax.
Le Gaspard, on va parler un peu du personnage peut-être, parce que c'est un type un petit peu à part. Je sais pas toi, quel est ton point de vue sur lui, Sur, ce que tu tires de Gaspard Noé, un peu de ses interviews, du personnage public même, du créateur et tout. bah, déjà, une évidence, c'est que c'est un réalisateur qui est totalement unique dans le cinéma français. Bon, ça va de soi, mais dans le cinéma mondial aussi. C'est-à-dire que un film de Gaspard Noé, c'est toujours, qu'on y adhère ou pas, c'est toujours une expérience unique qui va ressembler à rien d'autre qu'a du Gaspard Noé en fait. Et il a vraiment une approche du cinéma qui n'appartient qu'à lui, ne serait-ce que dans sa mise en scène, sa façon d'avoir un langage cinématographique totalement innovant qui peut paraître à la fois très simple, puisque les films de Gaspard Noé, généralement, c'est des films qui se basent sur des procédés de mise en scène très appuyés et finalement une approche, je dirais, assez épurée. C'est-à-dire qu'un film comme Enter the Void, ça va être un plan séquence, en résumant grossièrement, ça va être un plan séquence flottant pendant 2h20. Irréversible, voilà, ça va être une suite de plans séquences avec la mise en scène, le jeu de la caméra de moins en moins chaotique. Voilà, c'est toujours basé sur une idée très cash comme ça, et avec un langage cinématographique en fait qui est totalement différent du découpage tel qu'on le conçoit dans le cinéma traditionnel. Il a vraiment une approche qui n'appartient qu'à lui. Pour moi, ça fait partie de ces cinéastes, un peu comme Tsukamoto dont on parlait la semaine dernière, Ouais. ou Kitano, même si Kitano n'a rien à voir avec Gaspard Noé, mais ça fait partie de ces réalisateurs qui arrivent et qui proposent en fait entre guillemets, une écriture visuelle, vraiment une façon de raconter par le langage cinématographique qui n'appartient qu'à eux. C'est assez unique, je trouve. C'est vrai que tu peux difficilement te tromper. Il y a quelques gars comme ça qui font ça. C'est vrai que tu as cité Kitano et c'est juste. C'est la même chose avec un mec comme Tarantino. Effectivement, tu vois un film de Tarantino, bah, tu le reconnais automatiquement. Et Noé, quand il a ramené ses godasses dans le game, effectivement, on l'a vite reconnu. Et enfin, il a vite été identifié. Sur ses deux premiers films, en fait, ses deux premiers longs métrages, en tout cas, il avait posé un petit peu tout ce qui sera ensuite disséminé dans ses autres films. Et c'est intéressant, justement, de voir Climax arriver comme ça, plus ou moins à l'improviste, parce qu'en gros, on est au courant de l'existence de ce film depuis le début de l'année, là où la prod a été lancée, et le film s'est fait très vite. C'est fait très très vite, ça aussi, on va revenir dessus. Et dans le Climax, on a ce que lui-même qualifie de best-of Noé. Mais sinon, juste pour rebondir Je t'en prie. sur la présentation de Gaspard Noé, c'est un cinéaste qui pour moi, est un peu un des derniers survivants de toute une vague de cinéastes français qui sont apparus vers le fin des années 90 et qui, à l'époque, quand j'étais adolescent et que je commençais à m'intéresser au cinéma, m'ont fait croire que le cinéma français allait changer, qu'il y avait vraiment du sang neuf. C'est-à-dire qu'il fait partie, pour moi, de cette vague qui était constituée de... il y avait à l'époque, en 96 par exemple, on avait eu euh, Dupontel avec Bernie, donc qui proposait une comédie d'humour noir totalement, avec un humour qui allait vraiment très très loin, je veux dire qui ne se posait aucune limite, avec une forme quand même très cartoonesque, avec tout un jeu de caméra influencé par Terry Gilliam. Ça, ensuite, dans la même vague, il y avait Yann Kounen qui directement au premier long métrage, il fait Doberman, qui est un film d'action ultra violent, hyper provocateur, avec
en plus avec un ton très très BD, moi qui me faisait vraiment penser à ce que les Hongkongais faisaient quelques années auparavant dans les films de catégorie 3, quoi. Enfin, ces genres de trucs en France c'était inimaginable et pourtant il a tenté. Pareil à l'époque il y avait aussi bon, qu'on aime ou pas leur cinéma, des types comme Gans ou Kassovitz, pareil, qui proposaient quand même des choses qui Ah ne oui. ressemblaient pas vraiment à ce qu'on avait l'habitude de voir. Ah Genre, bah, par exemple, le mec qui arrive avec Crying Freeman et qui te fait un mélange de Japanime, de John Woo, de Mario Bava, tout ça, ou pareil, Kassovitz avec un truc comme La Haine qui te fait un film social, mais là, pour le coup, à la mise en scène vraiment léchée et étudiée, où on retrouve autant des influences de Spike Lee que des frères Cohen. Sauf qu'il y avait vraiment du sang neuf. Et ben, 20 ans plus tard, il reste Gaspard Noé hmm. et Dupontel. Et Dupontel, par contre, qui a muté, qui ne s'est pas renié, mais qui est devenu voilà, populaire, qui n'est plus du tout le trublion de ses débuts. Mais enfin, ça tourne bien pour lui. Et Gaspard Noé, par contre, qui est resté fidèle à lui-même et voilà, qui sort régulièrement son film et qui nous met sa petite claque. Par contre, les autres, ils ont un peu disparu de la circulation ou alors ils galèrent vraiment, quoi. Ah bah, c'est vrai que en plus, t'as même pas cité Caro et Jeunet, parce que Ah oui, et pourtant, ça a été les premiers de cette vague-là. C'est un exact, peu. exact, ouais. Ouais. Ouais, Caro et Jeunet, et par rapport à Kassovitz aussi, moi je voulais aussi ajouter Assassin, qui était arrivé un peu, qui se tournait en même temps que Doberman, je crois, et que j'avais aussi particulièrement apprécié. Donc ouais, je te rejoins complètement dans ce doux rêve qu'on a eu dans les années 90 où tout était possible. Un petit peu comme dans Climax, hein, finalement. C'est rigolo qu'il ait choisi cette période aussi. Je sais pas à quel point les choses ont été calculées, à quel point il y a un discours qui est articulé et qui veut parler directement de certains sujets ou de parler de... Parce que c'est un film français et fier de l'être, on va le rappeler. C'est le tout premier écriteau auquel on a droit dans le film, qui moi m'a Ah déjà... oui, enfin, Et on a un drapeau français tout le long, comme on peut le voir sur l'affiche, qui est derrière le DJ. Donc on a tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, c'est rigolo, au tout début, quand tu as toutes les... Parce que le film commence sur le générique, il me semble, ou il le met après La femme dans la neige, le générique, je ne sais plus. euh, C'est d'abord la je sais. femme qui sort dans la neige, et ensuite le générique, et ensuite les interviews. Et ensuite les interviews, et ensuite l'écran titre. Voilà. Ouais, il met 2 ou 3 génériques dans le film. Et puis 30 minutes plus tard, l'autre générique. Voilà. La phase B. Après, c'est la phase B. Et Mm. c'est assez rigolo quand tu as les interviews qui sont filmées avec justement Noé pour pas qu'on le gonfle dans les... Parce que les conférences de presse, je pense que ça l'a un petit peu gonflé. Du coup, pour se débarrasser des questions, quelles sont vos influences, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, il colle tout au début, les bouquins, les films et tout, ce que certains prendront, à mon avis, pour quelque chose de très prétentieux, genre regardez ce que j'aime. Je pense qu'il y a un discours autre là-dedans, c'est avant qu'on me pose des questions, enfin, je prévois les questions d'avance. Voilà ce qui m'a influencé. Donc on retrouve une bonne Et, quantité de films. J'étais content de voir Suspiria, Vibro Boy. Qu'est-ce qu'il a ajouté? C'est dans la mais, bande-annonce, je crois. Toi, t'as dû mais retenir? ouais, bah en fait dans la liste il y avait Suspiria, Vibro Boy, il y avait aussi Possession de Zulawski, Oui, oui, oui. Akiri de Kobayashi. Exact. Oui. Bien sûr, Schizophrénia, parce que bon, voilà, c'est le film culte de Gaspard Noé, plus que tout autre, hein, quand il en parle. Et il y avait aussi Salaud de Pasolini. Mm. Et moi, une fois le film terminé, j'ai repensé à cette scène, on voit cette pile de VHS, et ça a confirmé le fait que les Climax, c'est vraiment, ça peut être vu comme un film somme de Gaspard Noé, parce que d'une certaine façon, il y a des choix de mise en scène ou des séquences qui renvoient à quasiment tous les films qui sont cités sous la forme de VHS durant cette séquence-là. Et très directement, en plus, je suis complètement d'accord avec toi, très directement, notamment la possession. Je crois que c'est peut-être le truc qui pète le plus à la gueule, quoi. Enfin, pour qui a vu le film, et la scène d'Adjani qui pète un plomb dans les couloirs du métro, je crois.
on a un petit peu la même avec Sofia Boutella dans le. Ah, mais clairement, pareil aussi, Suspiria, voilà, si c'est évident, c'est pour tout le côté vraiment horreur psychédélique avec un jeu de lumière très agressif, voilà, qui apporte une dimension onirique au film. Et Salo, le découpage un petit peu, la progression vers l'horreur. Oui, clairement. Pareil aussi, Harakiri, je trouve que c'est plus par rapport au fait que le film commence sur une fête où clairement on sent quelque chose de très ritualisé. Genre par exemple, les passages où les personnages ils se mettent en cercle, il y en a un à tour de rôle, il danse au milieu. Enfin, on sent clairement quelque chose de très contrôlé, de très ritualisé, qui au bout d'un moment va exploser et va sombrer dans le chaos. Et c'est un peu la construction de Harakiri de Kobayashi, je trouve. Ouais. Oui. Ça m'y a fait penser. Et pour Schizophrénia, je trouve que là, pour le coup, c'est évident, c'est clairement une mise en scène qui traduit visuellement un dérèglement du cerveau, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Le film s'appelait Psyché au début, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que dedans il a pu réintégrer un peu toutes ces grosses influences dedans. Peut-être 2001 est celui qui est le moins présent dedans, et pourtant moi j'ai l'impression que c'est celui-là son film le plus cité. J'ai l'impression, enfin c'est Schizophrénia, 2001 et Salo. J'ai l'impression que c'est les trois sur lesquels il revient tout le temps. Mais 2001, c'est à un tel point que je me souviens d'un truc qui m'avait beaucoup fait rire. Ça fait longtemps, je crois que c'était à l'époque de Seul contre tous. C'était dans la revue Première. Et il y avait donc un journaliste de Première qui avait interrogé plusieurs réalisateurs et acteurs et qui leur demandait qu'apporteriez-vous sur une île déserte. Et là, il y a Gaspard Noé qui leur avait répondu par un dessin. Et sur le dessin, en fait, il avait légendé le dessin par ma Bible, ma bite et mon couteau. Et, en fait, donc son dessin, tu voyais la Bible, il avait dessiné l'affiche de 2001. À côté, ma bite, il avait dessiné une bite, quoi. et mon couteau, il avait dessiné une caméra. Et c'est la petite anecdote rigolote. Noé, j'ai quand même souvent l'impression que c'est un gars qui a eu plus que d'autres l'habitude d'être pas au fond du trou, mais en tout cas derrière, un peu dernier de la classe, comme tu disais. Lui, c'est un des derniers arrivés de toute cette bande de réalisateurs français. Parce qu'il avait quand même... C'était sur Seul contre tous, je sais plus combien de temps il a passé, plus de 3 ans, je crois, dessus. Pour le réaliser, ça avait été assez compliqué, il me semble. Ça a été un vrai parcours du combattant. Et il voyait tous les autres exploser petit à petit, et lui galérait comme c'est pas permis pour finir son film. Donc ça a été un petit peu difficile pour lui. Oui, même si... il me semble que Carne avait été... Carne, donc, qui est son moyen-métrage, qui est une sorte de préquel de Seul contre tous. Carne avait été pas mal remarqué, peut-être même plus que Seul contre tous, finalement. Parce que Seul contre tous, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui, après, je me trompe peut-être, mais qui a beaucoup fait parler de lui dans des revues comme Starfix à l'époque, voilà, dans des magazines qui étaient un peu alternatifs, où écrivaient des gars comme Christophe Lemaire, tout ça. Mais j'ai l'impression que sinon, il a été assez ignoré et snobé par le reste de la presse. Et en plus, il a pas fait scandale comme Irréversible, parce que je pense que c'est vraiment le scandale de Irréversible qui a révélé Gaspard Noé au public. C'est-à-dire que je me souviens, quand le film avait été présenté à Cannes, on n'entendait parler plus que de ça pendant les jours qui ont suivi, avec les gens qui sortaient de la salle en disant « Ah, c'est scandaleux, limite, faut le tuer ». Non monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. C'est absolument minable, et dégueulasse. je n'en crois pas on a besoin de faire ce genre de choses quand il y a tellement de choses au monde qui sont encore plus dégueulasses. Il y a trop de violence, c'est horrible. On est témoin de choses qu'on ne peut pas dire. C'est pas l'art, ça c'est... Ça n'a rien à voir avec l'art, c'est dégueulasse. Qui viennent me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois.
Mais parce que lui, c'est un petit peu son projet aussi, c'est que tu vas voir un film pour qu'il te secoue, un petit peu que ça rentre dans l'art et que le truc bateau à dire, ça serait que t'en ressortes pas indemne, c'est ce qui sort pour tous là. Climax, le nouveau trip de Noé dont vous ne ressortirez pas indemne, ce qui disait exactement la même chose à l'époque pour Enter the Void, et t'as l'impression pour Irréversible et pour tous les films de Noé. Ce qui est effectivement le cas. Oui, j'ai réfléchi un petit peu moi à mon état parce que Climax ça a été particulier quand même comme séance. C'est autant j'ai été bien secoué par le film et il y a des moments c'était assez difficile à traverser. Autant j'ai eu beaucoup d'éclats de rire dedans quand même. J'ai beaucoup rigolé. Comme j'ai beaucoup rigolé à l'époque pour Seul contre tous, et Seul contre tous fait partie de mes comédies françaises préférées. Hein. Les répliques marchent du tonnerre de Dieu, enfin c'est quand même un sacré film. Et le climax, ça m'a fait un petit peu cet effet par moment où je passais de moments de terreur ou en fait de crainte de ce qui peut arriver, parce qu'on sait dans quel état sont les gens avant qu'eux-mêmes ne le soient, parce que nous, en rentrant dans la salle, on sait très bien que les mecs vont prendre du LSD dans leur sangria sans le savoir. Et on voit quand même dans les discussions au tout début, parce que, une fois de plus, hein, désolé, on fait un peu du désordre, surtout à cause de moi, mais on a toute cette partie donc, d'interview de tous les participants à la chorégraphie qui sont là, qui sont interviewés sur leurs aspirations, sur ce qu'ils veulent, parce qu'en gros, c'est une troupe de danse qui doit partir aux États-Unis. Et ensuite, ça enchaîne sur un gros numéro musical, un plan séquence assez hallucinant, comme Noé a l'habitude de les faire, mais cette fois, j'ai l'impression que c'est encore plus vivant, ça respire vraiment à tout niveau, il fait corps avec la musique, avec la chorégraphie, avec ses acteurs, enfin, c'est magnifique. Moi, qui n'ai pas tenu plus de 5 minutes devant La La Land, là, j'étais heureux, je battais la mesure du pied et ça m'a bien fait sortir du trou parce que les interviews au début m'ont un petit peu mis en bad. Et ouais, c'était un petit peu oppressant, je trouve, cet écran de télé, tout s'exprime et Et le travail du son aussi avec ces espèces d'acouphènes, enfin oui. de grésillements, enfin il y a. De toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Gaspard Noé, un travail sur le son qui est vraiment, vraiment fait pour te mettre mal à l'aise. Genre, par exemple, je pense par exemple les fréquences qu'il avait utilisées sur Irréversible, où c'était vraiment en mode, bon, au cas où les mouvements de caméra acrobatiques ne font pas la gerbe au spectateur, bon, j'ai rajouté un petit mixage son qui va l'achever. Et là, on retrouvait un peu ça dans les scènes d'interview au début de Climax. Bah, c'est marrant que toi, tu l'aies remarqué. Moi, je pense que j'étais peut-être pas en état de remarquer tous les détails. Tout ce que je remarquais, c'est que j'étais pas bien. Et que j'étais à 2 doigts de me dire, tiens, je vais faire une petite baisse de tension, là. Et ensuite, ça part sur la musique et d'un coup, ça respire, c'est magnifique. On les voit tous, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils trémoussent du fion, c'est super. Et de là, ensuite, après, on va aller se balader un peu du côté des participants. Et là, il y a quelques malaises qui s'installent. Alors, je sais pas si on va rentrer en spoiler, on va dire. Je vais mettre le petit écriteau. Paf, vous êtes prévenus. Maintenant, on va spoiler le film. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je sais pas. C'est un peu comme... On va reprendre un peu peut-être quelque chose qu'on a dit pour Boulette Ballette, mais c'est pas vraiment au niveau du scénario et des révélations que vous allez vous faire gâcher le film. De toute façon, le film est à vivre comme une expérience. C'est pas un film à twist, c'est sûr. Voilà. Du coup, oui, pendant le moment où ça se balade sur les personnages, il y a des discussions entre les gens, et au-delà de le personnage de Sofia Boutella qui s'appelle Selva, qui elle est super contente, elle aime tout le monde, elle va tous leur faire des bisous, vous êtes géniaux, oh, tu danses trop bien, c'est trop génial ce que t'as fait, et boum, ensuite on prend les petits duos par-ci, par-là, qui discutent entre eux de ce qu'ils pensent des autres, d'où ils en sont à ce moment-là. Et notamment, on a les discussions entre les 2 gars, les 2 blacks, qui sont... Ils sont énormes. Alors, ouais, c'était dur, parce qu'il y a plein de moments quand même où moi, ils m'ont fait éclater de rire, quoi. Mais ils sont très sales, les 2 gars, attention. Et en sachant qu'on vient voir un film de Gaspard Noé, en sachant qu'on a 2 mecs qui sont là, mais tu t'en fous, parce qu'ils parlent souvent de nana, de baiser des meufs, et de les choper un peu. Bon, elles sont pas d'accord, c'est pas grave, tu la coinces, et tu lui montres, et tu la mets à sec. Je crois que c'est les dialogues du film, ça. Après,
ensuite il rentre dans les détails les plus crapoteux. C'est ça. Enfin, et en plus ils sortent leurs conneries, mais en étant à moitié mort de rire. Ouais, ce qui nous fait participer en tant que public un peu à cette espèce de bonne humeur, tout en se disant putain, mais quand même, ils craignent les gars, quoi. Et en sachant que derrière, il y a cette espèce de menace du LSD dans la sangria et que ça risque de partir en couille, et on se dit oulala, là là là, mais qui est-ce qui va se faire choper par un de ces deux surtout par un des deux qui est vachement plus mastoc que l'autre. On dit mais s'il y en a une qui tombe sous les pattes du bonhomme, ça va être moche, quoi. Ça va être pire qu'irréversible encore. Et au final, ça part pas vraiment dans cette direction. Non, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est peut-être on a prévenu que c'était du spoiler, hein. Donc ça fait peut-être justement partie des vrais spoils. C'est que cette angoisse-là, à une première vision, on l'a forcément. Parce qu'on craint de tout ce qui peut arriver. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Parce que finalement, moi, le seul mouvement un peu de viol que j'ai pu trouver dans le film, c'est la nana qui vient chercher Sofia Boutella et qui l'amène dans les dortoirs pour l'embrasser et pour coucher avec elle, sans lui demander vraiment son avis. Ah, il y a ça, il y a aussi deux autres personnages quand même qui par moments sont assez insistants. Il y a le mort de faim, là, le blanc. Le petit blanc. Le blanc qui des fois quand même suscite le malaise parce qu'il est quand même vachement insistant, et il y a aussi le gay, justement à un moment qui vient se frotter contre celui dont on parlait à l'instant, et qu'on sent que il s'est passé des trucs déjà à mon avis, non? Voilà. On sait pas, mais en tout cas dans le film il y a pas mal de choses qui sont suggérées sur les relations entre les personnages. On peut y mettre pas mal d'hypothèses, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, le personnage paraît quand même très insistant et on ressent un peu une gêne de la part de l'autre. Enfin... Oui, il y a toutes ces petites choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Et plus ça progresse, plus ça devient difficile. C'est vrai que le moment où c'est au deuxième générique, du coup, il y a vraiment la coupure et puis pouf, phase B, où là, les mecs ont compris qu'il y avait quelque chose dans la sangria. Et ça va pas du tout, là, d'un coup, ça va pas du tout. Et on va dire que les pires instincts commencent à se réveiller. Une crise de parano généralisée. C'est ça. La première victime de ça, c'est celui qu'on peut penser qu'il est musulman à la base. Omar, il s'appelle, je crois. Oui, Omar m'a tué. J'avais pas fait le rapprochement. Omar qui se fait attraper et jeter dehors, qu'on ne reverra plus du tout pendant tout le film, sauf à la toute fin. Oui. J'ai mis du temps à reconnaître que c'était lui d'ailleurs. Donc parano, angoisse, délire, pulsion, ça se remet à danser. Avec aussi des raisonnements, mais qui sont totalement pétés de la part de certains personnages où tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Enfin, je pense par exemple à la mère du gamin. Enfin, ce qu'elle fait pour le sauver, pour le protéger, c'est tout simplement absurde. C'est ça. Enfin, c'est ça. Même si dans l'idée, c'est ce qu'elle dit, c'est je le protège de vous. C'est ce qu'elle leur dit. Qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi tu l'enfermes? Elle dit mais je le protège de vous. Parce qu'effectivement, t'as un gamin qui est au milieu d'une soirée de gars qui sont tous. Peut-être en plus le gamin, il en a bu. Le gamin a bu de la sangria en plus, je crois. Oui, mais de toute façon, on le voit en boire. Et puis il y a un moment où il est enfermé. Et t'as la caméra qui est située derrière la porte. Et là, tu l'entends pousser des cris. En fait, tu l'entends pousser des cris qui sont assez similaires à ceux de Sofia Boutella quand elle refait Adjani dans Possession, quoi. Exact. Et à ce moment-là, tu te dis, peut-être heureusement que la caméra ne passe pas la porte parce que ça pourrait être assez insupportable à voir. C'est vrai que t'es un petit peu avec Sofia Boutella quand justement t'as les cris du gamin derrière et elle traverse le couloir qu'on va traverser un paquet de fois pendant le film. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de ce couloir faisait 200 km et qu'on le traversait au moins 8 fois, voire 12 fois, voire 150 fois. Et t'es un peu avec elle du genre, non mais vas-y, continue par là-bas, loin, là où il n'y a pas le cri. Vas-y, continue. Et t'as tendance à vouloir l'oublier, le gamin. Enfin, moi en tout cas, dans mon expérience de la séance, c'est que non, mais c'est bon, le gamin, on oublie, vas-y, enfuis-toi de ce cauchemar, va par là-bas.
Et forcément, tu lâches un cauchemar pour tomber sur un autre. Euh, c'est ça qui me faisait rigoler au bout d'un moment, c'est que tu peux rien faire, tu peux pas bouger un orteil sans tomber sur un truc de l'enfer, quoi. Parce que pour quelqu'un qui est sous trip à ce moment, Genre, à un dur. moment, genre un plan qui suit un personnage qui traverse le couloir, et là, en arrière-plan, t'as un perso qui prend feu, quoi. Enfin, des trucs Oui. comme ça, oui. Constamment, c'est cauchemardesque, la deuxième partie du film. Oui. Avec la nana qui est sous la douche, qui veut s'enlever le sang. Il y a que 2 personnes, en fait, dans cette soirée des enfers qui n'ont pas bu de sangria, donc Omar. Et je sais plus comment s'appelle la nana, mais une brune, qui elle est enceinte. Du coup, enceinte, pas d'alcool. Et quand d'autres participants à la fête vont comprendre qu'elle n'a pas bu, elle va être suspectée elle aussi, automatiquement. Et elle va se prendre des coups de genoux dans le ventre, des coups de pied dans le ventre, par une autre nana. C'est ça qui est intéressant, c'est que le Gaspard, malgré les polémiques Harvey Weinstein et MeToo, n'a pas cherché à brosser dans le sens du poil. Donc qui se fait latter, qui repart dans la salle principale en se tenant le ventre. Et en fait, elle a pas pris de drogue, mais elle est entourée de gens qui sont complètement explosés. Et il faut savoir quand même que avec ce genre de produit, des fois, il suffit d'être juste à côté des gens. Ça ne veut pas dire que vous en avez pris, mais vous allez à un moment ou un autre vous brancher sur la même fréquence qu'eux. Tout le monde est sur cette fréquence de défonce, vous êtes au milieu, vous voyez le délire ambiant, et en fait, vous pensez que la réalité, elle s'est cassée, et vous, du coup, vous vous êtes cassé avec. Donc, du coup, on peut être pris dans ces états de folie, parce que je sais plus où j'ai entendu quelqu'un qui suggérait que oui, vu comme elle réagit et ce qu'elle fait, elle est forcément défoncée. Non, la pauvre nana est perdue, un enfant dans le ventre qu'elle a peut-être perdu, mais qu'elle voulait peut-être pas parce que ça risquait de ruiner sa carrière de danseuse, se retrouve au milieu de gens qui... Enfin, tu vois, au niveau des mouvements de corps, il y a un des danseurs, un black, je crois celui qui vient du Congo, qui arrive à tu sais, avec ses bras, à les tordre dans tous les sens, on dirait qu'il sort d'une peinture de Jérôme Bosch, ou tu sais, c'est... Ah, mais clairement, oui. Tu Mais vois, d'ailleurs, à la fin, il y a tous ces plans où la caméra est renversée et que toute la pièce est éclairée par cette lumière rouge hyper agressive et que tu as ces plans sur lui qui est qui paraît totalement disloqué, où vraiment, ça fait vraiment une sorte d'imagerie grotesque, de représentation des enfers. Il y a des plans sur lui, sur les 20 dernières minutes du film, qui sont vraiment très puissants. Oui, c'est... de l'horreur, comment dire, de l'horreur physique, du corps qui se déforme. Et donc, ouais, il y a cette nana là qui se retrouve au milieu de tout ça. Du coup, ouais, elle pète un câble et elle sombre dans l'automutilation, qui est peut-être... je pense que c'est avec elle les scènes les plus violentes et les plus douloureuses qu'il y a eu. Parce que moi, quand elle commence à s'entailler le bras et qu'elle se met un coup dans la gueule, j'étais pas bien quand même. Et l'effet est saisissant en plus. Oui, non, mais c'est clairement les scènes les plus violentes. Enfin, en termes de violence physique, il y a ces scènes, il y a les scènes avec elle. Justement, quand je suis allé voir le film, on était 4 dans la salle et il y a 2 personnes qui sont parties à ce moment-là. Ok, j'étais curieux. Ça. Et après, il y a aussi la scène où le blanc, le mort de faim dont on parlait tout à l'heure, se fait tabasser par d'autres gars. Ok. Mais Ouais. sinon, le film, je trouve qu'en matière de violence, comment dire, graphique, de sexe explicite, il est soft. il est beaucoup moins hardcore que les autres Gaspard Noé. Que irréversible en fait. Parce que Oui, que irréversible, ou même que Seul contre tous. Je me souviens que vers la fin du film, il y a une scène qui est hyper gore. D'ailleurs, mais la scène qui est précédée par un carton, vous avez 30 secondes pour quitter la salle. Oui, c'est vrai. Les effets Gaspard. Et puis après, comme je disais, après il y a aussi le sexe très explicite, parce qu'il n'y a pas que la violence physique chez Gaspard Noé. Là, dans ce film-là, pareil, c'est beaucoup plus soft que... Bon, j'ai pas vu Love, mais
Voilà, c'est un film voilà, avec des scènes de section simulées où tout est montré face caméra. Pareil, Enter the Void, il y a des scènes un peu dans cette optique-là, et irréversible, il y a quelques passages qui s'en rapprochent. Alors que Climax, non, pour le coup, c'est un film qui crée le malaise vraiment par la façon dont il retranscrit la folie, vraiment par sa mise en scène, vraiment par son travail de l'image, du son, de la façon dont il gère le rythme. Parce que c'est pas un film graphiquement très violent finalement. Enfin, même s'il se passe des choses horribles, par exemple, une des choses les plus horribles qui se déroule dans le film, elle est montrée hors champ. D'ailleurs, en plus avec un humour noir assez glaçant, où tu sais, t'as la coupure de courant et t'as tout le monde. Ouais, la musique elle s'est arrêtée, ouais, remettez. Mais je crois que c'est. Alors que quand tu sais pourquoi la musique s'est arrêtée et que tu vois la réaction des personnages, enfin c'est. Mais je crois que c'est même encore pire que ça, c'est que derrière, je crois qu'il y a des mecs qui gueulent. Ah, c'est bon, il a cramé ton gosse, il a cramé. Je crois qu'il y a des mecs qui le sortent, ça. Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai surtout remarqué les personnages qui sont là, qui gueulent parce que la musique s'est arrêtée. Non, mais... D'ailleurs, si on regarde l'affiche du film, c'est assez rigolo de voir où ils ont placé le gamin et comment ils l'ont placé sur le truc. Tu verras, Gaspard a vraiment un humour qui me fait toujours marrer, quoi, parce que c'est toujours très noir, quoi, et très cinglant. Oui, de toute façon, Gaspard, c'est le type qui... je suis tombé sur une interview assez récemment de lui, où il dit j'ai appris le français grâce au professeur Choron. Et, bah oui. En même temps, il a de plus en plus la tête du professeur Choron. Hein. Que je suis ici en tant que militant d'Act Up, n'en déplaise au professeur Choron qui disait tout à l'heure que tous les militants étaient des cons. Je n'enlève rien de ce que j'ai dit. Il ne va pas se renier. J'ajouterai, ils sont malades, qu'ils crèvent. En plus... Mais je veux dire, quand tu vois des séquences comme celle dont on parle, ou un film comme Seul contre tous dans son intégralité, oui, c'est évident, quoi. Je veux dire, même les pires moments d'Irréversible peuvent... Il y a un côté rire nerveux qui sort aussi. Moi, je sais que sur Climax... Quand je voyais Sofia Boutella revenir dans la salle principale avec tout le monde qui hurle par terre, qui chiale, ça se déchire, il y a du sang et tout. Au bout d'un moment, moi j'étais éclaté de rire parce que je me disais putain, bonjour la belle soirée de merde, on est bien là. Et j'étais obligé de rire, il y avait quelque chose de nerveux. Mais dans Irréversible, tu retrouves des trucs comme ça un petit peu avec le Ténia qui viole Monica Bellucci et qui est là derrière, il fait mais tu mouilles ou c'est du sang ? C'est horrible, c'est abominable, mais justement c'est poussé tellement loin qu'on est obligé d'en rire en partie, quoi. Je pense pas que les films de Noé soient à prendre vraiment au premier degré à chaque fois. Lui, je pense qu'il aime rappeler que ce sont des films. Il donne une touche de réel et de réalisme à ce qu'il fait, mais j'ai jamais l'impression qu'il essaye de faire une copie du réel ou de nous faire croire que ce qu'on est en train de voir c'est le réel. Non, mais c'est jamais loin. Voilà, parce que c'est ce que je trouve très troublant dans ces films en règle générale, c'est que il y a toujours une approche qui est à mi-chemin entre quelque chose d'hyper stylisé, pour le coup, qui a clairement une dimension psychédélique et onirique, donc avec tout un travail sur les mouvements de caméra, la lumière qui apporte une touche irréaliste à son film, mais par contre, dans la direction d'acteur et dans certaines séquences de dialogue, il y a un côté vraiment tranche de vie, pris sur le vif, et il arrive très bien à marier ces deux approches qui peuvent paraître incompatibles. Et là, dans Climax, par exemple, je trouve que toutes les séquences de dialogue entre les petits groupes de personnages, donc durant la première partie, ouais, ça m'a beaucoup fait penser aux scènes de dialogue d'Irréversible, genre quand t'as Dupontel et Cassel qui discutent, je crois, dans le métro, par exemple, où on a vraiment l'impression que ce ne sont pas des acteurs, mais deux types qui sont en train de parler et la caméra qui saisit le moment. Enfin, mais d'ailleurs, c'est pour ça que Gaspard Noé, pour Climax, il a donné un synopsis détaillé aux acteurs
mais il leur a demandé d'improviser leur dialogue à partir de ce synopsis détaillé pour que ça paraisse le plus naturel possible. Et ça fonctionne à fond parce que pour le coup, il y a vraiment un sentiment de proximité, je trouve, qui se crée à partir de ce parti pris. Et que les personnages soient sympathiques ou pas, parce qu'il y en a certains qui peuvent paraître carrément antipathiques d'entrée de jeu, mais malgré tout, il y a quand même cette proximité qui se crée, et donc toute la partie cauchemar qui vient ensuite, donc pour le coup, il y a une approche beaucoup plus stylisée, ça fonctionne très bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un réel tangible qui se transforme. Irréversible, à l'époque, c'était un peu la même méthode, justement, que sur Climax. La fameuse scène du métro, en gros, au début, il devait avoir une discussion sur les rats et sur le rapprochement entre les humains et les rats au niveau de leur comportement. Et ils en ont fait plusieurs prises comme ça, et au bout d'un moment, la dernière, elle a fait « Bon, allez-y, vous faites ce que vous voulez, vous discutez de ce que vous voulez. » Et c'est la prise qui a fini dans le film, au final. Donc il a cette technique de laisser improviser ses acteurs, et là en plus il peut se faire plaisir parce que maintenant il tourne en numérique. Je crois que c'est depuis... Est-ce que Enter the Void il a tourné... Non, Enter the Void il a tourné en... Il me semble qu'il a tourné en péloche. Il me semble que c'est depuis Love qu'il tourne en numérique. Et du coup le numérique lui permet de laisser tourner la caméra longtemps et d'avoir un peu tout ce qu'il veut et ensuite de s'amuser au montage avec. Et effectivement, il arrive à créer, à donner du relief à ces personnages, justement, en les rendant réalistes, dans le sens où les gars... par exemple, le personnage principal de Love, tu peux le trouver très antipathique. Et à d'autres moments, tu peux le trouver un peu sympathique. Et en fait, si tu regardes bien, c'est comme ça que fonctionnent les gens. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, on est souvent un petit peu des deux. Donc lui, avec ce côté où il fait jamais des personnages tout blancs ou tout noirs, il arrive à te créer quelque chose, cette espèce de côté hyper réaliste, mais t'es quand même dans un film. Donc c'est une approche que moi en tout cas j'apprécie beaucoup, et surtout dans le cinéma français, parce que les dialogues entre les personnages ont souvent, à part chez quelqu'un comme Audiard, je trouve que ça sonne souvent très faux dans le cinéma français. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut, je joue mal. Comme on l'a suggéré un peu au début du podcast, c'est un film qui peut être vu un peu comme une synthèse de la filmo de Gaspard Noé. Tout à fait. Enfin, parce que pour le coup, je trouve qu'on retrouve bien sûr le côté trip psychédélique de Enter the Void, auquel il ajoute pas mal de thèmes récurrents dans sa filmo, qu'on retrouve dans Enter the Void ou dans Seul contre tous, ça, tout ce qui est par rapport à l'inceste, aussi pareil, entre guillemets, je veux dire de façon soft, je vais dire l'avortement, mais... Et il y a des avortements particuliers chez les oui, films. Voilà, ouais. Puis pareil, tout ce côté sur, où on découvre, où des événements nous révèlent les personnages dans une forme d'humanité brute, finalement, comme s'ils nous montraient à quoi pourrait ressembler une humanité sans conditionnement social, en fait, qui est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans Irréversible ou dans celui-ci, dans Seul contre tous aussi. Après, on retrouve aussi des choses de Love, comme ce côté une compilation de morceaux de musique qui sont très connus. Et d'ailleurs, je m'étais renseigné, et selon Gaspard Noé, en fait, s'il utilise des morceaux très connus, mais comme les morceaux des Rolling Stones ou Born to Be Alive ou le morceau de Céron, par exemple, dans Climax, c'est parce que pour Gaspard Noé, ça crée un effet psychique immédiat chez le spectateur qui va directement se sentir en familiarité avec ce qui lui est montré. Et pour le coup, c'est l'occasion pour Gaspard Noé de dévier cette familiarité par la mise en scène qui est hyper sensorielle et qui va pousser le spectateur dans ses derniers retranchements. C'est-à-dire, c'est un peu le prendre à revers, quoi. J'appuie complètement ça, notamment avec l'utilisation de Window Liquor, donc la piste d'Aphex Twin qu'il y a dans
dans Climax, où pour ceux qui connaissent le clip de Chris Cunningham, alors certes, il y a un peu de malaise dedans, mais quand même, on est dans quelque chose de très sensuel, de beauté, de sexe qui donne envie quand même. Et là, on est dans le contraire quand même, d'un coup. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était la parfaite utilisation de cette musique, mais en inversé. Donc ça rejoint complètement ce que tu disais et ce que lui cherchait à faire. Oui, c'est ça. Et puis après, on retrouve pas mal de choses, genre par exemple, tout le taf très particulier qu'il a sur les génériques et sur la façon dont les génériques vont être placés dans le récit, sur le travail sur les polices d'écriture aussi dans les génériques. En fait, vraiment, le film, c'est une sorte de condensé de Gaspard Noé sur 1h35. C'est pour ça que, comme tu disais hors podcast, ce serait pas étonnant qu'après ce film, il passe à autre chose. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il nous fait une synthèse de tout ce qu'il a fait. En plus, je trouve une synthèse hyper maîtrisée et efficace de ce qu'il a fait auparavant, parce que là, il fait durer ça sur 1h30, avec un rythme qui monte en crescendo jusqu'à la fin, où vraiment il y a presque un côté, comme dit Gaspard Noé dans une interview, mon film, c'est un tour de montagne russe qui se transforme en train fantôme, quoi. Oui, c'est cool. Il y a une vraie maîtrise du... Moi, j'ai eu l'impression que le film durait 3 heures, mais 3 bonnes heures. 3 heures parfaitement rythmées. Moi, j'étais totalement perdu. À la fin, je savais pas si ça avait duré c'est ça. 30 minutes ou 3 heures, en fait. C'est ça. Bah, en plus, il te paume avec ses génériques, il te balance un peu n'importe quand, donc tu sais jamais trop. Et effectivement, c'est vrai que hors podcast, j'essayais de faire un rapprochement entre Boulette Ballette et Climax. Mais en fait, le rapprochement qu'on peut faire, c'est que c'est une bonne porte d'entrée pour tous ceux qui connaissent pas le cinéma de Gaspard Noé, je pense. Ça me fait peur parce que le film est pas très bien distribué en France. Il est que dans 63 salles. Ce que je trouve vraiment lamentable, quoi. Mais bon, le film est assorti d'une interdiction au moins de 16 ans, il me semble. Oui. Après, c'est pas étonnant parce que c'est intense, quand même. Hein. C'est vrai, mais à l'image, qu'est-ce qu'on a, tu vois, en termes de... Oui, non, c'est peut-être plus une question de ressenti que de s'en montrer ou que de... Ah, remarque, les discussions entre les mecs, elles sont sales quand même, elles sont très sales. Oui. Enfin, malgré tout, il y a quand même une imagerie qui est... il y a quand même une imagerie qui est vraiment effrayante par moment. C'est-à-dire que même si on n'a pas énormément de violence graphique, il y a vraiment des plans qui sont des vignettes de cauchemar, quoi. Mais par exemple, toutes les 10 dernières minutes du film, avec ses corps disloqués, je veux dire, éclairés par cette lumière rouge, c'est très impressionnant. Ouais. C'est vrai que ça peut marquer. Je ne montrerai pas ça à un gamin de 16 ans parce que il y a vraiment une puissance dans ces images qui peut impressionner, quoi. Par contre, c'est le genre de film où quand on a ces âges-là, 12-13 ans, qu'on a envie d'aller un peu flirter avec les films interdits. Ça fait partie des rares bons films actuels qui sortent et qui aillent dans ce sens-là. Mais Climax, c'est un bon film que les parents aimeraient pas trop qu'on regarde quand on est plus jeune, quoi. Oui, clairement. Donc automatiquement, ceux vers lesquels on a envie de se diriger. Et une bonne porte d'entrée pour aller un peu éplucher ensuite la filmo du Gaspard. Sur quoi enchaîner après? Oh là là, ce que vous voulez, de toute façon, dans tous les cas. De toute façon, je pense qu'il y a les deux meilleures portes d'entrée, pour moi, ce serait, je pense, Climax et aussi Carne, qui est son premier moyen-métrage, qui dure une 50 minutes. Carne et Seul contre tous. Du coup, moi, j'ai du mal à les dissocier, les deux. Oui, Carne et Seul contre tous. Après, ouais. Seul contre tous, c'est déjà quand même plus violent, en fait, et un peu expérimental formellement que Carne, je trouve. Et aussi, je me demande comment on vit Irréversible après avoir vu Climax. Si on voit Climax d'abord et qu'on voit Irréversible après. Parce que toute la virtuosité au niveau des prises de vue et de la caméra virevoltante, la première fois qu'on découvre Irréversible, quand même, c'est assez impressionnant.
Même chose pour Enter the Void, et tous ces procédés-là, tout ce qu'il a appris, toute l'XP qu'il a pris sur ses précédents films, il la rebalance dans Climax. Donc quelque chose de millimétré, parfaitement concis, et c'est assez hallucinant. Mais d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on peut voir Climax comme une sorte d'irréversible mis à l'endroit, dans le sens où clairement... C'est vrai que j'y ai pensé. Oui, parce que dans les deux cas, on a des situations où vraiment il y a une forme de grâce, de beauté qui se dégage. Genre par exemple les premières scènes de danse de Climax où franchement, enfin c'est quelque chose de comme je dis, ouais, de très gracieux, de très agréable à voir. Puis ça se dérègle peu à peu et à la fin on finit en enfer. Et Irréversible pour le coup c'est le même cheminement mais inversé. On commence dans la boue. Voilà, Irréversible, on commence dans la boue, dans l'horreur la plus totale, et plus le film évolue, plus ça se calme, et finalement les 20 dernières minutes du film, elles sont toutes mignonnes, sauf que c'est dérangeant parce qu'on sait ce qui va se dérouler, parce qu'on l'a vu auparavant, quoi. Ouais, c'est ça. Tout comme dans Irréversible, dans Climax, on en parlait plus tôt, au milieu du film, on a ces séquences de dialogue très naturelles en fait, qui paraissent prises sur le vif. Je trouve que c'est vraiment deux films qui ont beaucoup de points communs. Je suis pas super fan de la manière qu'ont certains dans les médias d'essayer de l'enfermer dans une case, quoi. Le sulfureux Gaspard Noé qui repousse les limites de la violence et du sexe à l'écran. C'est des conneries, ça, je trouve. Enter the Void qui peut être un peu rentre-dedans par certains côtés. Moi, pour l'avoir revu hier soir, alors que ça faisait quelques années que je l'avais pas vu, il n'est pas si éreintant que ça. Hein. Il n'est pas si éreintant que ça. Et Love, même s'il y a du sexe explicite à l'écran, je veux dire, c'est du sexe, quoi. C'est pas moche, hein. C'est pas de la violence, c'est pas du viol, c'est deux personnes qui s'aiment. Donc c'est plutôt... beau à voir quelque part, même si c'est parfois un petit peu gênant d'être dans l'intimité de deux personnes, on n'est pas sur quelque chose de choquant. Et j'aime pas trop, moi, qu'on essaye de le ghettoiser en réalisateur. Mais c'est vrai qu'il a ce côté vraiment montrer une humanité sans phare, sans chichi, en fait, et par moments dans ce que ça peut avoir de plus sale. En repensant à Climax, j'ai fait un petit parallèle qui peut paraître totalement what the fuck, parce que je pense que ça vient de ma monomanie en Arc. C'est toute la dernière partie du film, quand on voit ces personnages qui gesticulent, qui ont des postures totalement improbables, qui sont baignés de lumière rouge. En fait, ça m'a fait penser à la scène d'introduction de Green Snake de Tsuyark, où en fait cette scène d'intro, c'est l'humanité vue par le personnage du moine, et que tu as le moine en fait qui regarde des gens qui, je crois, qui sont dans un marché, et lui il les voit comme des espèces de démons gesticulants, grimaçants, avec un filtre rouge très agressif, ça, et vraiment dans Green Snake, voilà, c'est ce moine qui a atteint un certain niveau de recul, par rapport à l'humanité, et qui peut la voir sans phare, en fait. Oui. Et ce côté de dépeindre l'humanité sans phare, c'est clairement le parti pris de Gaspard Noé sur la plupart de ses films. C'est ça. C'est ce dont on avait discuté quand toi t'étais sorti de la séance hier, où moi je te disais, le gars, en fait, je trouve qu'il les juge pas, ces personnages. Il les met pas de jugement sur les personnes, sur les situations. Il montre les choses comme elles sont, et il nous oblige à mettre le nez dedans. Et Noé, lui, il n'hésite pas à aller par là. Ah oui, non, mais c'est sûr que, par exemple, des fois, il va assez loin. Genre, un truc qui revient assez régulièrement dans ses films. Souvent, il y a vraiment une attirance assez dérangeante entre le frère et la sœur dans ces films et qu'on retrouve d'ailleurs dans Climax. Oui. C'est flippant d'ailleurs cette partie avec la nana qui commence à s'étouffer, on sait pas trop si elle est en train de crever ou quoi. Ah oui. Et le frère qui est sur elle, et on se dit non mais laisse-la respirer. C'est beaucoup de moments d'étouffement. Mais oui, l'inceste est quelque chose qui revient depuis le début de sa carrière, hein.
Et c'était pas Christophe Gans qui avait dit de Seul contre tous un magnifique plaidoyer pour l'inceste ou un truc comme ça? Il me semble. Je sais plus, mais oui, ça fait partie des nombreuses citations qu'on trouvait dans le livret du DVD. Oui. Le Kassovitz s'était pas fatigué, notre société a les films qu'elle mérite. Oui, il a repris la tagline d'Assassin. Exactement. C'est pas fatigué. Mais Gaspard, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Gaspard. J'ai revu Love il y a quelques temps. Love est disponible sur Netflix, hein, ce qui m'étonne toujours de me dire qu'il y a peut-être des gamins qui ont peut-être trouvé leur film à branlette dessus. Love est intéressant comme film. Quelques scènes où il arrive vraiment à faire monter les tensions et à faire un peu comme dans Climax, quoi, où au bout d'un moment, on peut avoir la sensation d'avoir pris de la drogue. Pour rejoindre un petit peu ce que je disais par rapport au fait de se retrouver à la même fréquence que les gens qui ont pris de la drogue quand on se retrouve dans une soirée entouré de gens défoncés. Il y a ce côté-là avec ces films où au bout d'un moment, on va sentir un petit peu la nuque qui se tord et on va serrer des dents et on comprend pas trop pourquoi. Et Love, malgré son côté apaisé, a quelques moments comme ça de monter en tension. Donc beaucoup d'amour pour Gaspard, en tout cas de ma part. C'est vraiment, moi, à chaque fois, tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci, quoi, parce que ça fait du bien de voir ça en France. Merci aussi à ses producteurs, hein, à Maraval, Wild Bunch. Je sais plus comment s'appelle l'autre producteur de Climax. Il y en a un deuxième, il me semble. Et à sa compagne également, dont toi tu connais les films. Moi, je les ai pas encore vus. Ah oui, Lucille Hadzi-Halilovic, qui est vraiment très intéressante comme cinéaste. Mais en plus, elle a vraiment une approche qui est assez complémentaire par rapport à Gaspard Noé. C'est-à-dire que tout comme Gaspard, ses films sont quand même plus des expériences sensorielles que des récits classiques, où ça passe énormément sur un travail sur le son, plus que par le scénario à proprement parler. Mais par contre, contrairement à Gaspard Noé, tout le côté un peu dérangeant qui peut gêner dans les entournures sur les qui sont adaptés, genre par exemple chez Lucille Hadji-Halilovic, ça va parler le film, on peut comprendre que ça va parler de pédophilie, d'eugénisme, de manipulation génétique sur des gamins, de pas mal de choses qui sont pas très mignonnes. Elle va là-dedans, elle, ok. Mais par contre, elle le fait vraiment passer par la bande. C'est-à-dire que ce n'est jamais vraiment explicite. Mais de toute façon, dans les films d'Hadji-Halilovic, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est des films où absolument rien n'est explicite. C'est-à-dire, elle, son parti pris, c'est de te proposer un univers de fiction totalement à part. Elle te plonge dans cet univers de fiction. Au début, tu es un peu perdu, parce que les personnes, ils communiquent pas comme des gens normaux. Tout le décor aux alentours, pareil, ne ressemble pas à notre réalité. Et au fur et à mesure du film, on va saisir différents éléments qui vont nous permettre en fait de comprendre les codes de cet univers. Et en comprenant les codes de cet univers, on va finalement comprendre l'histoire qui se déroule dans cet univers et qui nous est racontée. Donc il y a vraiment un côté jeu de piste un peu dans ces films que je trouve très intéressant. Par contre, c'est des films qui demandent d'être très attentifs. Mais justement, ici, il y a un rythme très posé. C'est aussi pour laisser le temps au spectateur d'enregistrer toutes ces informations et de les recouper afin de tracer son chemin dans le récit. Mais si tu les as pas vus, je t'encourage à les voir parce que c'est vraiment super chouette ce qu'elle fait. Ils dorment sur mon disque dur depuis quelques temps et à chaque fois, j'ose jamais me lancer dedans. Mais vu qu'en ce moment, j'ai un petit peu la dalle de bons films, je pense qu'ils vont y passer. Évolution, par exemple, c'est vraiment une petite merveille, je trouve, son dernier. Apparemment, ouais, c'est ce que tu disais et moi, je suis bien prêt à te croire, du coup. Oui, voilà, la compagne de Gaspard est aussi dans l'affaire et les deux se sont entraînés pendant pas mal de temps, ont même coécrit certains scénarios. Je crois qu'elle est co-scénariste de Enter the Void. Donc des belles équipes. Gaspard est plutôt bien entouré, mine de rien. Il arrive à faire ses films, il continue de pouvoir faire ses films. Parce que je pense que c'est ce qui pêche chez les autres dont on parlait, c'est qu'eux ont peut-être plus de mal à être produits, parce que peut-être moins remarqués à l'international, parce que Gaspard Noé est très remarqué à l'international.
C'est parti. Oui, et aussi, j'ai l'impression qu'ils demandent plus d'argent aussi, certains réalisateurs. Ouais. Genre, par exemple, on parlait de Christophe Gans. Christophe Gans, c'est un type, vu l'ambition de ses projets, généralement, ça nécessite des budgets qui sont de... j'allais dire au moins 20 millions, mais je reste gentil, ça taperait plus dans les 40-50 millions. Alors que Gaspard Noé, il te fait un climax avec 3 millions, je veux dire, donc ça fait moins peur aux producteurs. Ils se disent, bon, si ça se plante, ça va pas être un gouffre financier. C'est ça, y a Enter the Void qui a été un vrai échec, parce que le film avait coûté 15 millions d'euros, ce qui n'est pas grand-chose, hein. Ça, faut bien réaliser, c'est pas grand-chose pour le résultat final. Et je sais plus combien d'entrées il a fait en France. Il a dû faire 40 000, même pas 50 000 entrées en France, quoi. Donc, mais c'est autre chose aussi. C'est quand même 2 heures, un peu plus de 2 heures et demie de film. Donc ça peut en avoir refroidi certains à l'époque. Et pourtant, en salle, c'était un vrai bonheur. Ouais, je me souviens, en salle, j'avais eu un peu de mal. Mais de toute façon, Gaspard Noé, ça me fait toujours ça sur ses films. Mis à part Climax, que j'ai vu hier, et qui m'a mis une claque, et que je suis vraiment hyper enthousiaste sur ce film. Sinon, tous les autres films de Gaspard Noé, la première fois que je les ai vus, j'étais là en mode... Je sais pas quoi en penser, enfin vraiment. Mais par contre, c'est des films qui me trottaient dans la tête, et que je ressentais le besoin de les revoir. Et c'est à la deuxième vision, généralement, que je me disais « Ah oui, effectivement, c'est balèze quand même ». Mais tout en gardant quand même certaines réserves, mis à part sur le diptyque Carne et Seul contre tous, et sur son dernier Climax. Mais malgré ces petites réserves et une approche pas forcément évidente à la première vision, c'est quand même un des réalisateurs français que je respecte le plus. C'est évident. On est bien d'accord là-dessus. Du coup, j'espère faire la post-prod assez vite pour ce podcast et qui sera écouté, parce qu'on ne sait pas combien de temps le film restera à l'affiche. Donc pour ceux qui sont là, allez le voir. Franchement, allez le voir. Faites-vous plaisir, hein. On va pas faire les clodos du c'est des films qu'il faut soutenir, vous comprenez, la culture vous attend, a besoin de vous. Faites-vous plaisir, parce que des films comme ça, c'est pas tous les jours que ça tombe. Des vraies expériences au cinéma, c'est pas tous les jours. Mais c'est sûr que... Et voilà, sur un malentendu, ça peut aider. Non, mais c'est sûr qu'à l'heure où la plupart des films qui sortent en salle, on a l'impression que c'est des copier-coller d'un film qu'on a vu 3 semaines auparavant. Voir quelque chose comme Climax, ça fait du bien, parce que là, oui, vous allez vivre une expérience qui se rapproche de rien de ce que vous avez pu voir auparavant. Ça a beau ressembler un peu à tous les films de Gaspard Noé, malgré tout, c'est quand même autre chose. Enfin, non, c'est vraiment à découvrir. Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Donc, autre recommandation de notre part. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Aurélien ? Pour les recommandations... tu veux faire une recommandation ? Non, parce que pour les recommandations, je comptais recommander les films de sa compagne, mais ça a été fait il y a quelques minutes. Bon, ça c'est fait. Voilà. Et moi, si je devais recommander quelque chose, regardez le clip Window Liquor de la musique d'Aphex Twin, et vous comparez ensuite après avec Climax, et vous verrez, il a bien joué son coup, le petit salopio. C'est le clip où le visage d'Aphex Twin est sur des corps de femmes. Oui. Certaines nanas très maigres, d'autres beaucoup plus en chair, et ça gigote et ça shake du booty dans tous les sens, et au bout d'un moment, c'est malsain. C'est génial. Oui, voilà. Eh bien, merci. N'hésitez pas à suivre la page, à vous abonner, et très vite, la deuxième partie sur Mandy. Très vite. Combien je dois 12 francs. On se prend là, ça va. Qu'est-ce que t'as, toi? Je vais me sucer.
Tu veux me sucer? Pauvre mec. Enculé de ta race.